Ouidir présente Hans Christian Andersen, L'ombre. Il était une fois un savant homme des pays froids qui arriva dans une contrée du sud. Il s'était réjoui d'avance de pouvoir admirer à son aise les beautés de la nature que fait croître dans toutes ces régions un climat fortuné. Mais quelle déception l'attendait! Il lui fallut rester toute la journée comme un prisonnier chez lui, volets et fenêtres fermés. Personne ne bougeait. On aurait dit que tout le monde dormait dans la maison ou qu'elle était déserte. Tout le jour, le soleil dardait ses flammes sur la terrasse qui formait le toit. Il faut dire aussi que la rue étroite dans laquelle il habitait était bordée de hautes maisons et qu'elle était orientée de telle manière que le soleil y brillait du matin au soir. L'air était lourd, on se serait cru dans une fournaise. Le savant homme des pays froids était jeune et robuste, mais sous ce soleil torride, son corps se desséchait et maigrissait à vue d'œil. Son ombre même se rétrécit et se rapetissa, et elle ne reprenait vie et force que lorsque le soleil disparaissait. C'était un plaisir alors que de voir, dès qu'on apportait la lumière dans la chambre, cette pauvre ombre se détirer et s'étendre le long de la muraille. Le savant homme, à ce moment-là, se sentait aussi revivre. Il se promenait dans sa chambre pour ranimer ses jambes engourdies et allait sur son balcon admirer le firmament étoilé. Sur tous ces balcons, il voyait apparaître des gens qui venaient respirer l'air frais. La rue aussi commençait à s'animer. Les bourgeois s'installaient devant leurs portes, des milliers de lumières scintillaient de toutes parts. Il n'y avait qu'une maison où continuât à régner un silence complet. C'était celle qui se trouvait en face de la demeure du savant étranger. Elle n'était pas inhabitée cependant. Sur le balcon verdissaient et fleurissaient de belles plantes. Il fallait que quelqu'un les arrosât, le soleil sans cela les aurait aussitôt desséchées. La soirée s'avançait, voilà que la fenêtre du balcon s'entr'ouvrit un peu. La chambre resta sombre, de l'intérieur arrivèrent de doux sons d'une musique que le savant trouva délicieuse, ravissante. On eût dit qu'un jeune pianiste étudiait une pièce sans en venir jamais au bout et ne possédant que le vain espoir d'y parvenir un jour. Il alla demander au propriétaire quelles étaient les personnes qui demeuraient en face. Le brave homme lui répondit qu'il n'en savait rien. Une nuit, le savant s'éveilla. Il avait le soir laissé la fenêtre de son balcon ouverte. Il regarda de ce côté, et il crut apercevoir une lueur extraordinaire rayonner du balcon de la maison d'en face. Les fleurs paraissaient briller comme de magnifiques flammes de couleur, et au milieu d'elles se tenait une jeune fille d'une beauté merveilleuse. Elle semblait un être éthéré, tout de feu. Un autre soir, il reposait sur son balcon. Derrière lui, dans la chambre, brûlait une lumière, et chose naturelle, il en résultait que son ombre apparaissait sur la muraille de la maison d'en face. L'étranger remua, l'ombre bougea également, et la voilà qui se trouve entre les fleurs du balcon d'en face. « Je crois que mon ombre est en ce moment le seul être vivant de cette mystérieuse maison, dit-il. Tiens, la fenêtre du balcon est de nouveau entr'ouverte. J'ai une idée. Si mon ombre avait assez d'esprit pour entrer voir ce qui se passe à l'intérieur et venir me le dire, continua-t-il en s'adressant par plaisanterie à l'ombre. Oui, fais-moi donc, chère ombre, le plaisir d'entrer là. Cela te va-t-il? Et en même temps, il fit un mouvement de tête que l'ombre répéta comme si elle disait oui. Eh bien, c'est cela, reprit-il. Mais ne t'oublie pas et reviens me trouver. À ces mots, il se leva, entra dans sa chambre et laissa tomber le rideau. Alors, si quelqu'un s'était trouvé là, il aurait vu distinctement l'ombre pénétrer lestement par la fenêtre d'en face et disparaître à l'intérieur. Le lendemain, comme il ne faisait plus si chaud, le savant étranger sortit. Le ciel était couvert de nuages, mais voilà qu'ils se dissipèrent et le soleil reparut. « Mais qu'est-ce que cela ?» s'écria l'étranger qui venait de se retourner. « Mais c'est affreux, je n'ai plus mon ombre, elle m'a pris au mot, elle m'a quitté hier soir, que vais-je devenir ?» Le soir, il se remit sur son balcon, la lumière derrière lui, il se dressa de tout son haut, se baissa jusque terre, fit 1000 contorsions,
Puis il appela, mais l'ombre ne reparut pas. C'était vraiment fâcheux. Mais dans les pays chauds, la végétation est bien puissante, tout y pousse et prospère à merveille, et au bout de 8 jours, l'étranger aperçut à la lueur de sa lampe un petit filet d'ombre derrière lui. « Quelle chance !» se dit-il, « la racine de mon ombre est restée. » Une nouvelle ombre grandit assez vite, et au bout de 3 semaines, l'étranger s'enhardit à se montrer de jour en public, et lorsqu'il repartit pour le nord, sa patrie, on ne remarqua plus chez lui rien d'extraordinaire. De retour dans son pays, le savant homme écrivit des livres sur les vérités qu'il avait découvertes et sur ce qu'il avait vu dans le monde méridional. De nombreuses années passèrent. Un soir qu'il était à méditer dans sa chambre, il entendit frapper doucement à sa porte. « Entrez !» dit-il. Personne ne vint. Alors il alla ouvrir lui-même la porte et se trouva face à un homme si exceptionnellement maigre qu'il eut une impression bizarre. Pour le reste, il avait une mise si particulièrement soignée que le savant pensa qu'il était un homme du monde. « À qui ai-je l'honneur de parler ?» dit le savant. « Je pensais bien que vous ne me reconnaîtriez pas, » répondit l'autre. « Je ne suis pas bien gros, cependant j'ai maintenant un corps véritable. Vous continuez à ne point me remettre, mais je suis votre ancienne ombre. Depuis que je vous ai quitté, j'ai acquis une belle fortune, et c'est ce qui me permettra, je l'espère, de me racheter du servage où je me trouve toujours vis-à-vis de vous. »« Permettez que je revienne de ma surprise, » s'écria le savant. « Voyons, ne vous moquez-vous pas de moi ?»« Mais non, » répondit l'ombre, « mon histoire n'est pas de celle qui se passe tous les jours. Lorsque vous m'avez autorisé à vous quitter, j'en ai profité, comme vous le savez. Cependant, au milieu de mon bonheur, j'ai éprouvé le désir de vous revoir encore une fois avant votre mort ainsi que ce pays. Je sais que vous avez une nouvelle ombre. Ai-je à lui payer quelque chose parce qu'elle remplit mon service? Et à vous, combien devrais-je si je veux me racheter? »« Comment? C'est vraiment toi, » dit le savant. « Jamais je n'aurais eu l'idée qu'on pouvait retrouver son ombre sous la forme d'un être humain. »« Pardon si j'insiste, » reprit l'ombre. « Quelle somme ai-je à vous verser pour que vous renonciez à l'autorité que vous avez toujours sur moi? »« Mais laisse donc ces sornettes, » dit le savant. « Comment peut-il être question d'argent entre nous? Je t'affranchis et je te fais libre comme l'air. Je suis enchanté d'apprendre que tu as si bien fait ton chemin dans le monde. Seulement, je te prie d'une chose. Raconte-moi tes aventures depuis le moment où tu t'es faufilé par la fenêtre du salon dans la maison, en face de celle que nous habitions. »« Je veux bien vous en faire le récit, » dit l'ombre, « mais promettez-moi de n'en rien révéler, de ne pas apprendre aux gens que je n'ai été qu'un être impalpable. Il me peut venir l'idée de me marier, et je ne tiens pas à ce que l'on me suppose sans consistance. »« C'est entendu, » dit le savant. Avant de commencer, l'ombre s'installa à son aise. Elle était toute vêtue de noir, ses vêtements étaient du drap le plus fin, ses bottes en vernis. Elle portait un chapeau à claques, on venait d'inventer ce genre de coiffure qui n'était encore d'usage que dans la plus haute société. Elle s'assit et posa ses bottes vernies sur la tête de la nouvelle ombre qui lui avait succédé et qui se tenait comme un fidèle caniche au pied du savant. Celle-ci ne parut pas ressentir l'humiliation et ne bougea pas, voulant écouter attentivement comment la première s'y était prise pour se dégager de son esclavage. « Vous ignorez encore, » commença l'ombre parvenue, « qui demeurait dans la fameuse maison d'en face, qui vous intriguait là-bas dans les pays chauds. C'était ce qu'il y a de plus sublime au monde. La poésie en personne. Je ne restai que 3 semaines auprès d'elle, et j'appris dans ces quelques jours les secrets de l'univers et le cours du monde, plus que si j'avais vécu autre part 3000 ans. Et aujourd'hui, je puis dire sans crainte d'être mise à l'épreuve. Je sais tout, j'ai tout vu. « La poésie !» s'écria le savant. « Comment n'y ai-je pas pensé? Mais oui, dans les grandes villes, elle vit dans l'isolement toute solitaire. Bien peu s'intéresse à elle. Je ne l'ai aperçue qu'un instant, et encore n'étais-je qu'à moitié éveillée. Elle se tenait sur le balcon. Autour d'elle, une auréole brillait comme une de nos aurores boréales. Elle était au milieu d'un parterre de fleurs qu'on aurait prises pour des flammes. Mais continue, continue. Donc tu entras par la fenêtre du balcon, et alors je me trouvais dans une antichambre où régnait comme une sorte de crépuscule.
La porte était ouverte et donnait sur une longue enfilade de superbes appartements qui communiquaient tous ensemble. La lumière y était éblouissante et m'aurait infailliblement tué si je m'y étais aventurée. Mais provenant de vous, j'avais suffisamment de votre sagesse pour rester à l'abri et tout observer de mon petit coin. Dans le fond, je vis la poésie, assise sur son trône. « Et ensuite, interrompit le savant, ne me fais pas languir. »« Je vous l'ai déjà dit, reprit l'ombre, j'ai vu défiler devant moi tout ce qui existe, le passé et une partie de l'avenir. Mais, entre parenthèses, je vous demanderai s'il n'est pas convenable que vous cessiez de me tutoyer. J'en fais l'observation, non par orgueil, mais en raison de ma science, maintenant si supérieure à la vôtre, et surtout à cause de ma situation de fortune, chose qui ici-bas règle partout les relations de société. »« Vous avez parfaitement raison, » dit le savant. « Excusez-moi de ne pas y avoir songé moi-même. Mais continuez, je vous en prie. »« Je ne puis, » reprit l'ombre, « que vous répéter que j'ai tout vu et que je sais tout. »« Mais enfin, » dit le savant, « ces magnifiques appartements, comment étaient-ils? Était-ce comme un temple sacré? Ou bien s'y serait-on cru sous le ciel étoilé? Ou bien encore dans une forêt mystérieuse? Ce sont là les lieux où nous aimons à supposer que demeure la poésie. »« Maintenant que j'ai tout vu et que je connais tout, » dit l'ombre, « il m'est pénible d'entrer dans de menus détails. »« Apprenez-moi au moins, » dit le savant, « si dans ces splendides salles vous avez aperçu les dieux des temps antiques, les héros des âges passés, les sylphides et les gentils elfes n'y dansaient-elles pas des rondes? Vous ne voulez donc pas comprendre que je ne puis vous en dire plus. Si vous aviez été à ma place dans ce séjour enchanté, vous seriez passé à l'état d'être supérieur à l'homme. Moi, qui n'étais qu'une ombre, j'ai avancé jusqu'à la condition d'homme. Or, le propre de l'humanité, c'est de faire l'important, c'est de se prévaloir à l'excès de ses avantages. Donc, il est tout naturel qu'ayant tout vu, je ne vous communique rien de ma science. J'ai d'autant plus de raison de montrer quelque hauteur qu'étant dans l'antichambre du palais, j'ai saisi la ressemblance de mon être intime avec la poésie. Tous deux, nous sommes des reflets. Lorsque devenu homme, j'abandonnais la demeure de la poésie, vous aviez quitté la ville. Je me trouvais un matin dans les rues, richement habillé, comme un prince. D'abord, l'étrangeté de ma nouvelle situation me fit un singulier effet, et je me blottis tout le jour dans le coin d'une ruelle écartée. Le soir, je parcourus les rues au clair de lune. Je grimpais tout en haut des murailles, jusqu'au fait des toits, et je regardais dans les maisons, à travers les fenêtres des beaux salons et des humbles mansardes. Personne ne se défilait de moi, et je découvris toutes les vilaines choses que disent et font les hommes quand ils se croient à l'abri de tout regard. Si j'avais mis dans une gazette toutes les noirceurs, les indignités, les intrigues que je découvrais, on aurait plus lu dans ce journal que dans tout l'univers. Mais quels ennemis cela m'aurait procuré! Je préférais profiter de ma clairvoyance et je fis par lettre particulière connaître aux gens que je savais leurs méfaits. Partout où je passais, on vivait dans des transes terribles, on me détestait comme la mort. Mais en face, on me choyait, on me faisait fête, on m'accablait de magnifiques cadeaux et d'honneurs. Les académiciens me nommaient un des leurs, les tailleurs m'habillaient pour rien, les fournisseurs me donnaient ce qu'ils avaient de mieux pour m'obliger à taire leur fraude, les financiers me bourraient d'or et les femmes disaient qu'on ne pouvait imaginer plus bel homme que moi. Je me laissais faire. C'est ainsi que je suis devenu le personnage que vous voyez. À présent, je vous quitte pour aller à mes affaires. Au revoir. Voici ma carte. Je demeure à côté du soleil. Quand il pleut, vous me trouverez toujours chez moi. Mais je vous préviens que je pars dès demain pour faire mon tour du globe. » L'ombre s'en fut. Le savant resta absorbé dans ses réflexions sur cette étrange aventure. Des années passèrent. Un beau jour, l'ombre réapparut. « Comment allez-vous » dit-elle. « Pas trop bien, » dit le savant. « J'écris de mon mieux sur le vrai, le beau, le bien, mais mes livres n'intéressent presque personne et j'ai la faiblesse de m'en affecter. Vous me voyez désespéré. »« Ce n'est guère mon cas, » dit l'ombre. « Voyez comme j'engraisse et comme j'ai bonne mine. C'est là le vrai but de la vie. Vous ne savez pas prendre le monde tel qu'il est et exploiter ses défauts. Cela vous ferait du bien de voyager un peu. Justement, je vais repartir pour un autre continent. Voulez-vous m'accompagner? Je vous défrayerai de tout. Nous aurons un train de grands seigneurs. »
Mais il y a une condition. Vous savez, je n'ai pas d'ombre, moi. Eh bien, vous remplirez cet emploi auprès de moi. C'est trop fort ce que vous me proposez là, dit le savant. C'est presque de l'impudence. Comment? Je vous ai affranchi sans rien vous demander, et vous voulez maintenant faire de moi votre esclave? C'est le cours du monde, répondit l'ombre. Il y a des hauts et des bas. Les maîtres deviennent des valets, et quand les valets commandent, ils font les tyrans. Et vous ne voulez pas accepter? À votre aise. L'ombre repartit à nouveau. Le savant allait de mal en pis. Les peines et les chagrins vinrent le harceler. Moins que jamais, on faisait attention à ce qu'il écrivait sur le vrai, le beau et le bien. Il finit par tomber malade. « Oh, mais comme vous maigrissez, lui disait-on, vous avez l'air d'une ombre. » Ces mots involontairement cruels firent tressaillir l'infortuné savant. « Il vous faut aller aux eaux, lui dit l'ombre qui revint lui faire une visite. Il n'y a pas d'autre remède pour votre santé. Vous avez, dans le temps, refusé l'offre que je vous faisais de vous prendre pour mon ombre. Je vous la réitère en raison de nos anciennes relations. C'est moi qui paie les frais de voyage, je suis moi-même obligée d'aller en cure afin de me faire pousser la barbe qui ne veut pas croître suffisamment pour que j'aie l'air de dignité qui convient à ma position. Donc, vous serez mon compagnon. Vous écrirez la relation de nos pérégrinations. Soyez cette fois raisonnable et ne repoussez pas ma proposition. » Le savant, pressé par la nécessité, fit taire sa fierté et ils partirent. L'ombre avait toujours la place d'honneur. Selon le soleil, le savant avait à virer et à tourner de façon à bien faire figurer une ombre. Cela ne le peinait ni ne l'affectait. Il avait très bon cœur. Il était très doux et aimable, et il se disait que si cette fantaisie faisait plaisir à l'ombre, autant valait la satisfaire. Un jour, il lui dit « Maintenant que nous voilà redevenus intimes comme autrefois, ne serait-il pas mieux de nous tutoyer de nouveau ?»« Votre proposition est très flatteuse, dit l'ombre d'un air pincé qui convenait à sa qualité de maître. Mais comprenez bien ceci. Je me sentirais tout bouleversé si vous veniez à me tutoyer de nouveau. Cela me rappellerait trop mon ancienne position de subalterne. Mais je veux bien, moi, vous tutoyer. De la sorte, votre désir sera accompli au moins à moitié. » Et ainsi fut fait. Le brave savant ne protesta pas. « Il paraît que c'est le cours du monde, se dit-il, et il n'y pensa plus. » Ils s'installèrent dans une ville d'eau où il y avait beaucoup d'étrangers de distinction, et entre autres la fille d'un roi merveilleusement belle. Elle était venue pour se faire guérir d'une grave maladie. Sa vue était trop perçante, elle voyait les choses trop distinctement, et cela lui enlevait toute illusion. Elle remarqua que le seigneur nouvellement arrivé n'était pas un seigneur ordinaire. « On prétend qu'il est ici, se dit-elle, pour que les eaux fassent croître sa barbe. Mais moi, je sais à quoi m'en tenir sur son infirmité. C'est qu'il ne projette pas d'ombre. » Sa curiosité était vivement éveillée, et à la promenade, elle se fit aussitôt présenter le seigneur étranger. En sa qualité de fille d'un puissant roi, elle n'était pas habituée à user de circonvolutions. Aussi dit-elle à brûle-pourpoint : « Je connais votre maladie, vous souffrez de ne pas avoir d'ombre. »« Vos paroles me remplissent de joie, » répondit l'ombre. « Elles me prouvent que votre Altesse royale est sur la voie de la guérison et que votre vue commence à se troubler et à vous abuser. Loin de ne pas avoir d'ombre, j'en ai une tout à fait extraordinaire, et c'est dans ma nature de rechercher tout ce qui est particulier. Je ne me suis pas contentée d'une de ces ombres comme en ont les hommes en général. J'ai pour ombre un homme en chair et en os. Qui plus est, de même que souvent on donne à ses domestiques pour leur livrer un drap plus fin que l'on porte à soi-même, j'ai tant fait que cet être a lui-même une ombre. Cela m'est revenu bien cher, mais encore une fois, je raffole de ce qui est rare. »« Que dites-vous là ?» s'écria la princesse. « Ô bonheur, mes yeux commencent donc à me tromper. Ces eaux sont vraiment admirables. » Et ils se séparèrent avec les plus grands saluts. « Je pourrais cesser ma cure, se dit-elle, mais je veux bien encore rester quelque temps car ce prince m'intéresse beaucoup. » Le soir, dans la grande salle de bal, la fille du roi et l'ombre firent un tour de danse. Elle était légère comme une plume, mais lui était léger comme l'air. Jamais elle n'avait rencontré de pareil danseur. Elle lui dit quel était le royaume de son père. L'ombre connaissait le pays, l'ayant visité dans le temps.
Mais la princesse en était alors absente. L'ombre s'était amusée, selon son ordinaire, à grimper au mur du palais du roi et à regarder par les fenêtres, par les ouvertures des rideaux et même par le trou des serrures. Elle avait appris une foule de petits secrets de la cour, auxquels, en causant avec la princesse, elle fit de fines allusions. « Que d'esprit et de tact il a, ce jeune et galant prince !» se dit la princesse, et elle se sentit un grand penchant pour lui. L'ombre s'en aperçut et redoubla alors d'amabilité. À la 3e danse, la princesse fut sur le point de lui avouer que son cœur était touché. Mais elle avait un fond de raison et pensait à son royaume. Elle se dit « Ce prince est fort spirituel, sa conversation est très intéressante, c'est fort bien. Il danse divinement, c'est encore mieux. Mais pour qu'il puisse m'aider à gouverner mes millions de sujets, il faudrait aussi qu'il eût de solides connaissances, c'est très important. Aussi vais-je lui faire subir un petit examen. » Et elle lui adressa une question si extraordinairement difficile qu'elle-même n'aurait pas été en état d'y répondre. L'ombre fit une légère moue. « Vous ne connaissez pas la solution ?» fit-elle d'un air désappointé. « Ce n'est pas cela, » dit l'ombre. « Seulement, je suis un peu déconcertée parce que vous n'avez pas cru devoir m'interroger sur une matière un peu plus ardue. Quant à cette question, je connais la réponse depuis ma première jeunesse, au point que mon ombre qui se tient là-bas pourrait vous en dire la solution. »« Votre ombre ?» s'écria la princesse. « Mais ce serait un phénomène unique. »« Je ne l'assure pas entièrement, » dit l'ombre, « mais je crois qu'il en est ainsi. Toute ma vie, je me suis occupée de science et il est naturel que mon ombre tienne de moi. Seulement, en raison même des connaissances qu'elle a pu acquérir, elle ne manque pas d'orgueil, et elle a la prétention d'être traitée comme un humain véritable. Je me permettrai de prier votre Altesse royale de tolérer sa manie, afin qu'elle reste de bonne humeur et réponde convenablement. »« Rien de plus juste, » dit la princesse. Elle alla trouver le savant qui se tenait contre la porte, et causa avec lui du soleil et de la lune, des profondeurs des cieux et des entrailles de la terre. Elle l'interrogea sur les nations des contrées les plus éloignées. Il ne resta pas à court une seule fois, et il apprit à la princesse des choses des plus intéressantes. « Celui qui a une ombre aussi savante, se dit-elle, doit être un véritable phénix. Ce serait une bénédiction pour mon peuple que je le choisisse pour partager mon trône. Ma résolution est prise. » Elle fit connaître ses intentions à l'ombre, qui les accueillit avec une grâce et une dignité parfaites. Il fut convenu que la chose serait tenue secrète jusqu'au moment où l'on serait de retour dans le royaume de la princesse. « C'est cela, » dit l'ombre. « Nous ne laisserons rien deviner à personne, pas même à mon ombre. » Elle avait ses raisons particulières pour prendre cette précaution. « Écoute bien, mon ami, » dit l'ombre à son ancien maître le savant. « Je suis arrivée au comble de la puissance et de la richesse, et je pense à faire ta fortune. Tu habiteras avec moi au palais du roi, et tu auras 100 000 écus par an. Mais, prends-en bien note, tu passeras plus que jamais pour mon ombre, et tu ne révéleras à personne que tu as toujours été un homme. À moi, il serait égal d'être votre inférieur, mais je ne veux pas que vous trompiez tout un peuple et la fille du roi par-dessus le marché. Je dirai tout, que je suis un homme, que vous n'êtes qu'une ombre vêtue d'habits d'homme, un reflet, une chimère. »« Personne ne te croira, » dit l'ombre. « Calme-toi ou j'appelle la garde. »« Je m'en vais trouver la princesse, » dit le savant, « et tout lui révéler. »« J'y serai avant toi, » dit l'ombre, « car tu vas aller tout droit en prison. » Le garde arriva et obéit à celui qui était connu comme le fiancé de la fille du roi. Le pauvre savant fut jeté dans un noir cachot. « Tu trembles, » dit la princesse lorsqu'elle vit entrer l'ombre. « Que t'est-il arrivé ?»« Je viens d'assister à un spectacle navrant, » répondit l'ombre. « Pense donc, mon ombre a été prise de folie. Voilà ce que c'est. À ma suite, elle s'est toujours occupée de hautes sciences et la tête lui aura tourné. Ne s'imagine-t-elle pas qu'elle a toujours été un homme? Mais il y a plus, elle prétend que je suis son ombre. »« Mais c'est épouvantable, » s'écria la princesse. « Elle est enfermée, n'est-ce pas ?»« Oui, certes, » dit l'ombre. « Je crains bien qu'elle ne se remette jamais. »« Pauvre ombre, » dit la princesse, « elle doit être fort malheureuse. Un être aussi mobile qui se trouve claquemuré dans une étroite cellule, ce serait probablement lui rendre service que de la délivrer de son petit souffle de vie. Et puis, dans ce temps de révolution, où l'on voit les peuples toujours s'intéresser à ceux que nous autres souverains sommes censés persécuter, il est peut-être sage de se débarrasser d'elle en secret.
Cela me semble bien dur, cependant, dit l'ombre d'un air contrit et en soupirant. Elle m'a servi si fidèlement. J'apprécie tes scrupules, dit la princesse, et je reconnais une fois de plus combien tu as un noble caractère. Mais ceux qui sont chargés d'une couronne ne peuvent pas écouter leur cœur. Je m'en tiendrai donc à ce que j'ai pensé. Le soir, toute la ville fut illuminée splendidement. À chaque seconde retentissait un coup de canon. Les cris de joie du peuple se mêlaient aux explosions. C'était magnifique. Un superbe feu d'artifice fut tiré devant le palais, et la fille du roi et son époux vinrent sur le balcon recevoir les acclamations. Le bruit étourdissant de la fête ne troubla pas le pauvre savant. Il avait déjà été mis à mort et enterré. Fin.